Je n'avais que 12 ans lorsque mon propre père, un homme admiré par toute notre ville, a posé ses mains sur moi d'une manière qui a brisé mon âme, me plongeant dans un abîme de honte et de terreur. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est quand j'ai surpris son regard lubrique sur ma petite sœur de 7 ans, Emily, dormant innocemment dans sa chambre. Ce jour-là, une rage froide a envahi mes veines, et j'ai su qu'il devait payer, qu'il devait disparaître pour que cet enfer cesse. Je m'appelle Margaret Ann Thompson, mais tout le monde ici m'appelle Mademoiselle Maggie. À 83 ans, je suis assise sur le porche de ma modeste maison à Savannah, en Géorgie, entourée de mes rosiers et de mes chaises à bascule, où je passe mes après-midi à contempler le passé. Mes cheveux blancs sont toujours tirés en un chignon soigné. Ma peau ridée porte les marques d'une vie de labeur sous le soleil brûlant de l'Alabama, et mes yeux bleus clairs, hérités de ma mère, ont vu trop de cruauté pour ne pas reconnaître le mal avant même qu'il ne parle. Aujourd'hui, je partage mon histoire, non pas pour apitoyer, mais pour hurler une vérité que j'ai tue pendant plus de 60 ans. Et si mon récit vous touche, si vous ressentez cette colère qui bouillonne en moi, je vous en prie, appuyez sur ce bouton « J'aime » et laissez un commentaire avec un simple « Justice ». Montrez-moi que vous êtes là, que vous entendez cette douleur, que vous êtes prêt à écouter jusqu'au bout cette histoire qui brûle encore dans mon cœur. Je suis née à Millbrook, Alabama, une petite ville où les routes de terre se transformaient en bourbiers sous la pluie, où tout le monde se connaissait et où les secrets les plus sombres se cachaient derrière des sourires polis et des salutations dominicales après la messe. Mon père, Henry Thompson, était le propriétaire du magasin Général Thompson, un commerce qui vendait de tout, farine, tissus, kérosène, outils. Pour les habitants, il était Monsieur Henry, un homme respecté, toujours impeccablement vêtu, avec sa moustache bien taillée et son sourire éclatant. Il donnait des bonbons aux enfants, offrait du crédit aux familles pauvres, chantait des hymnes à l'église d'une voix forte. Mais derrière les portes closes de notre maison, un monstre se révélait. Ma mère, Clara, était une femme fragile, brisée par ce qu'on appelait alors une condition nerveuse. Aujourd'hui, je sais que c'était une dépression profonde. Elle passait ses journées au lit, perdue dans un brouillard de médicaments, ses yeux bleus, semblables aux miens, fixant le vide. Les rares jours où elle était lucide, elle faisait une tarte aux noix de pécan qui embaumait tout le quartier, mais ces moments étaient éphémères, comme une chandelle vacillante avant de s'éteindre. Nous vivions dans une maison modeste derrière le magasin, avec des planchers qui grinçaient et des rideaux cousus par ma mère avant que la maladie ne l'engloutisse. Mes sœurs, Laura, de 2 ans ma cadette, et Emily, 7 ans plus jeune, étaient mes seuls refuges dans cet enfer domestique. Laura était silencieuse, ses grands yeux toujours remplis de peur, comme si elle pressentait le danger à chaque instant. Emily, elle, était une lumière, une enfant joyeuse qui chantait et inventait des jeux, ignorant encore les ténèbres qui planaient sur nous. Tout a commencé dans l'arrière-boutique du magasin, un lieu sombre où l'odeur de café moulu et de mélasse se mêlait à celle de la moisissure. J'avais 12 ans, c'était une fin d'après-midi, le magasin venait de fermer. Mon père m'a appelée. « Viens ici, ma fille, aide-moi à fermer la caisse. » Oh, et ça, Sa voix était douce, trop douce, celle qu'il utilisait quand il voulait quelque chose. Je me suis assise sur ses genoux, comme il me l'a demandé, pensant que c'était normal, que tous les pères faisaient cela. Mais ses mains rugueuses de travailleur, ont glissé sur mes jambes, remontant sous ma robe, touchant des endroits qui m'ont fait me sentir sale, coupable, comme si j'avais commis un péché sans le savoir. J'ai voulu me lever, mais il m'a retenu, son souffle chaud contre mon oreille, empestant le bourbon. « Si tu parles, ta mère aura une crise si grave qu'elle en mourra, et ce sera ta faute. » Ces mots m'ont figé.
transformant ma peur en une prison invisible. Ce jour-là, il n'a pas été plus loin, mais c'était le début d'un cauchemar qui durerait des années. Chaque soir, il trouvait un prétexte pour me garder seule après la fermeture, m'isolant dans cette arrière-boutique où les sacs de farine étouffaient mes cris silencieux. J'ai appris à reconnaître les signes, son regard, sa façon de lisser sa moustache, le ton mielleux de sa voix. J'ai appris à me dissocier, à laisser mon esprit flotter ailleurs pendant que mon corps subissait l'inimaginable. Ma mère, dans ses rares moments de lucidité, était ma dernière lueur d'espoir. Un jour, tremblante, je lui ai parlé, utilisant des mots vagues parce que je ne savais pas nommer l'horreur. Papa fait des choses qui ne sont pas normales. Son visage s'est durci, et avant que je puisse finir, elle m'a giflé, sa main tremblante laissant une marque rouge sur ma joue. « Ne mens pas, Margaret, ton père est un homme bon, nous avons de la chance de l'avoir. » Sa voix était un mélange de peur et de déni, et elle a avalé une autre de ses pilules qui la rendait absente. Cette gifle, plus que les abus de mon père, m'a brisée. Ma propre mère, celle qui aurait dû me protéger, choisissait de fermer les yeux, de me trahir. La rage a commencé à grandir en moi. Une colère sourde contre elle, contre ce monde qui permettait à un monstre de prospérer sous un masque de respectabilité. L'injustice s'est aggravée avec Madame Lila Hayes, une voisine curieuse qui vivait de l'autre côté de la rue. Elle voyait mes bleus, mes yeux cernés, la manière dont Laura et moi sursautions au moindre bruit. Mais au lieu d'agir, elle colportait des ragots, disant aux autres femmes du marché que les filles Thompson étaient bizarres, toujours nerveuses pour rien. Un jour, je l'ai entendue rire avec une amie. C'est petite, toujours à se plaindre. Henry est un saint de les supporter. Dans petit chou assez, ces mots m'ont transpercé. Une lame de mépris qui a attisé ma fureur. Comment pouvait-elle voir notre douleur et choisir de la moquer? Cette indifférence, ce mépris, était presque aussi douloureux que les actes de mon père. Puis il y a eu le pasteur Reynolds, un homme à la barbe blanche qui prêchait la bonté chaque dimanche. J'ai essayé de lui confesser, dans l'ombre du confessionnal, que mon père faisait des choses qui me rendaient impure. J'espérais un secours, une main tendue. Au lieu de cela, il m'a sermonné sur le 4e commandement. « Honore ton père et ta mère, mon enfant. » Parfois, les parents sont stricts par amour. Prie 3. Je vous salue Marie et demande pardon pour tes pensées impures. Sa voix était froide, détachée, comme s'il refusait de voir la vérité. Cette trahison, venant d'un homme de Dieu, a fait bouillir mon sang. Comment osait-il me blâmer, me faire porter la honte de ce que je subissais? Les années ont passé et le cauchemar s'est intensifié. Laura, ma sœur cadette, est devenue une cible à son tour. Je l'ai vue dans ses yeux, ce regard vide que je connaissais trop bien, après qu'elle est revenue du magasin un après-midi, silencieuse, les joues striées de larmes séchées. Nous n'avons pas eu besoin de parler. Je l'ai serrée contre moi, et nous avons pleuré ensemble, un pacte silencieux scellé dans nos larmes. Nous avons développé un système de signaux. Un regard pour dire « il est dans cet état », une phrase anodine comme « j'ai mal à la tête », pour avertir l'autre de rester vigilante. Notre mission était de protéger Emily, notre petite sœur, cette lumière innocente qui courait encore vers notre père avec un sourire, ignorant le monstre qu'il était. Mais il y avait des moments où la cruauté de Henry dépassait l'imaginable. Une fois, il m'a battue devant des clients dans le magasin, me reprochant d'avoir renversé un pot de confiture. « Petite ingrate !» a-t-il hurlé, sa ceinture claquant contre ma peau alors que je tombais à genoux, les larmes coulant malgré moi. Les clients, des hommes et des femmes du quartier, ont ri, disant
Oh, Henry, quelle poigne! Faut bien dresser ces gamines. Leur rire, leur complicité dans ma humiliation a enfoncé un clou de plus dans ma colère. Comment pouvaient-ils rire alors que j'étais là, brisée, humiliée sous leurs yeux? Cette scène, cette indifférence collective m'a fait comprendre que nous étions seuls, que personne ne viendrait à notre secours. À 16 ans, tout a changé. C'était une nuit chaude, oppressante, où l'air semblait refuser de bouger. Laura et moi faisions la vaisselle dans la cuisine, Emily déjà endormie dans la chambre que nous partagions. J'ai remarqué que mon père n'était pas dans le salon, où il écoutait habituellement la radio. Un frisson d'alarme m'a traversé. J'ai lâché l'assiette que je tenais et couru vers le couloir. Là, je l'ai vu, debout devant la porte de notre chambre, regardant Emily endormie avec ce regard que je haïssais, ce regard de prédateur qui m'avait volé mon enfance. Mon sang s'est glacé. Pas elle, pas Emily. Elle n'avait que 7 ans. Une enfant qui jouait encore avec ses poupées de chiffon, qui riait aux éclats en racontant ses journées d'école. Je ne pouvais pas le laisser détruire cette lumière. « Papa !» ai-je crié, plus fort que je ne l'avais prévu. Il s'est retourné, surpris, un éclair de honte traversant son visage avant de céder à la colère. Il m'a saisi par le bras, me traînant dans la cuisine. Laura, pétrifiée, tenait encore son torchon, ses yeux agrandis par la peur. « Qu'est-ce que tu fais à m'espionner » a-t-il grogné, ses dents serrées. « Laisse-la tranquille », ai-je dit, trouvant un courage que je ne soupçonnais pas. « Emily est une enfant. Je t'en supplie, laisse-la tranquille. » Il m'a regardé comme si j'étais une mouche agaçante, puis il a ri, un rire sans joie qui m'a glacé jusqu'aux os. Et qui va m'arrêter? Toi, ta mère droguée, ou peut-être la police à qui tu vas raconter que le respectable monsieur Henry, qui aide tout le monde et va à l'église, fait des choses à ses filles? Qui te croira, petite idiote? Il avait raison, et cela m'a brisé. Dans notre petite ville, sa parole valait plus que la mienne. Il était l'homme d'affaires prospère, le pilier de la communauté. J'étais juste une fille, la fille d'une femme instable. « Vas-y, crie », a-t-il continué, son sourire tordu. « Demain, je commencerai avec la petite. Je n'attendrai plus. Et ensuite, je m'occuperai de toi et de l'autre. Les accidents arrivent, tu sais. Les puits sont profonds, les maisons brûlent la nuit. » Ces mots étaient une menace réelle, pas seulement contre notre dignité, mais contre nos vies. Il m'a lâché, laissant des marques rouges sur mon bras, et est retourné au salon comme si de rien n'était, allumant la radio. Laura et moi avons fini la vaisselle en silence, mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Une décision prenait forme, froide, claire, inéluctable. Cette nuit-là, allongée dans le noir à côté de mes sœurs, je n'ai pas dormi. Emily respirait doucement, innocente, tandis que Laura, éveillée comme moi, fixait le plafond. Mon esprit tournait à toute vitesse. J'avais appris, en travaillant au magasin, que mon père tenait 2 livres de comptes, un officiel qu'il montrait aux autorités et un autre caché où il notait les vraies transactions. Il escroquait un homme dangereux, Victor Kane, un prêteur sur gage connu pour sa brutalité. Les rumeurs parlaient de boutiques incendiées, de fermiers retrouvés mutilés, de familles disparues après avoir croisé son chemin. Si je pouvais utiliser cette information, si je pouvais retourner un monstre contre un autre, peut-être pourrais-je nous sauver. La colère, la peur, la honte se mêlaient en moi, mais une chose était claire. Pour protéger Emily, pour mettre fin à cet enfer, j'étais prête à tout, même à tacher mes mains du sang de mon propre père. Ce n'était pas une décision prise à la légère. Chaque bleu, chaque larme, chaque nuit passée à trembler sous les couvertures m'avait menée à ce point. Mais ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour Laura, qui portait les mêmes cicatrices invisibles que moi. C'était pour Emily, dont l'innocence était la seule chose pure dans cette maison maudite. Et c'était contre tous ceux qui avaient fermé les yeux. Ma mère, qui préférait ses pilules à la vérité. Madame Hayes, qui riait de notre douleur.
le pasteur Reynolds, qui prêchait l'obéissance au lieu de la justice, les clients du magasin, qui applaudissaient la cruauté de mon père comme s'il s'agissait d'un spectacle. Leur indifférence, leur complicité silencieuse alimentaient ma rage. Ils avaient tous laissé ce monstre prospérer, et maintenant, c'était à moi, une fille de 16 ans, de faire ce qu'aucun d'eux n'avait eu le courage de faire. J'avais appris les rouages du magasin, les chiffres, les secrets que mon père cachait dans ses livres. J'avais vu ses regards nerveux quand Victor Kane venait collecter ses dettes. Je savais où il gardait les vrais comptes, dans un tiroir secret sous son bureau. Une idée germait, un plan risqué, mais c'était ma seule arme. Si la justice des hommes ne fonctionnait pas pour des filles comme nous, alors je trouverais une autre forme de justice, une justice plus sombre, plus définitive. Allongée dans l'obscurité, j'ai murmuré à Laura. J'ai un plan. Ses yeux ont rencontré les miens dans la pénombre, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu une lueur d'espoir dans son regard. Le chemin serait dangereux, mais je n'avais plus rien à perdre. La guerre contre mon père venait de commencer, et j'étais prête à la mener jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. La nuit où j'ai vu mon père, ce monstre déguisé en homme respectable, fixer ma petite sœur Emily avec ce regard obscène, une certitude s'est enracinée en moi. Il devait disparaître, et j'étais prête à tout pour que justice soit faite. Son ombre planait sur nous, empoisonnant chaque instant de nos vies, et je refusais de laisser Emily devenir sa prochaine victime. Je m'appelle Margaret Ann Thompson, Mademoiselle Maggie, pour ceux qui me connaissent aujourd'hui. Une vieille femme de 83 ans qui porte encore les cicatrices d'une enfance volée à Millbrook, Alabama. Mais à 16 ans, j'étais une adolescente consumée par une rage froide, déterminée à transformer la peur en arme. J'avais découvert les secrets de mon père, Henry Thompson, non seulement ses abus innommables, mais aussi ses mensonges financiers, sa fraude contre Victor Kane, un usurier cruel dont les méthodes brutales faisaient trembler la ville. Ce savoir était ma lame, et j'allais l'aiguiser jusqu'à ce qu'elle tranche. Dans l'obscurité de notre chambre, alors que Laura veillait à mes côtés, j'ai murmuré. Je vais le détruire. Hey. Ce n'était pas une promesse en l'air, mais un serment gravé dans mon cœur, nourri par des années de douleur, de honte et de trahison. Chaque adulte qui avait détourné le regard, ma mère Clara, engloutie par ses pilules, Madame Lila Hayes, qui riait de nos bleus, le pasteur Reynolds, qui prêchait l'obéissance face à mon désespoir, m'avait appris que la justice des hommes ne viendrait pas à nous. Alors, je me tournerais vers une justice plus sombre, celle des monstres comme Victor Kane, pour abattre le monstre qui était mon père. Les jours suivants, je me suis jetée corps et âme dans l'étude des livres de comptes du magasin général Thompson. Mon père, croyant en mon talent pour les chiffres, m'avait confié à M. Tibbs, un vieil homme discret qui gérait la comptabilité une fois par mois. Ce que mon père voyait comme une économie, je le voyais comme une opportunité. M. Tibbs, avec ses lunettes épaisses et ses manières douces, ne posait jamais de questions sur les marques sur mes bras ou les cernes sous mes yeux. Il m'a appris à suivre les entrées, les sorties, à calculer les taxes, à organiser les registres. Mais ce qu'il m'a offert sans le savoir, c'était une arme. En fouillant les livres, j'ai découvert que mon père tenait 2 ensembles de comptes. Les officiels, qu'il montrait aux fournisseurs et aux autorités, et les vrais, cachés dans un tiroir secret sous son bureau, verrouillé par une planche amovible. Il enregistrait moins de marchandises reçues qu'il n'en arrivait, déclarait des ventes inférieures à la réalité et empochait la différence. Une escroquerie simple mais efficace dans une petite ville comme Millbrook, où personne ne vérifiait trop closely. Mais il y avait un hic. Il devait une fortune à Victor Kane, un homme au visage marqué d'une cicatrice, connu pour résoudre ses problèmes par le feu, le sang ou les disparitions mystérieuses.
Les rumeurs parlaient d'un épicier dont la boutique avait brûlé après un retard de paiement, d'un fermier retrouvé dans un champ de coton, les mains tranchées. Mon père jouait un jeu dangereux, et j'allais m'en servir. Ma rage grandissait à chaque découverte. Non seulement il nous détruisait, Laura, Emily et moi, mais il dilapidait l'argent volé dans des tripots et des bordels à Birmingham pendant que ma mère végétait dans son lit, droguée jusqu'à l'oubli. Un jour, alors que je vérifiais les registres, j'ai trouvé une note dans son écriture. Encore trompé, ce vieux Victor. 15% de plus à la banque de Birmingham. Ce mépris, cette arrogance, m'ont fait bouillir le sang. Il se croyait intouchable, riant dans l'ombre pendant qu'il brisait nos vies. Mais j'avais un allié inattendu. Madame Evelyn Carter, la cuisinière qui venait 3 fois par semaine préparer les repas pour les employés du magasin. C'était une femme d'une 60aine d'années, veuve, respectée pour ses plats et ses remèdes à base d'herbes. Elle voyait tout, les bleus, la peur dans nos yeux, la manière dont je me crispais quand mon père approchait. Un jour, alors que je pleurais derrière l'entrepôt après une énième agression, elle s'est assise à côté de moi, posant une main ferme sur mon épaule. Certains mots, petite, ne se guérissent qu'en coupant la racine, comme une mauvaise herbe. Ami. Elle n'a rien dit de plus, mais à partir de ce jour, elle m'a aidée sans un mot. Elle distrayait mon père au bon moment, l'appelant pour goûter une sauce ou se plaindre d'une livraison avariée, me laissant le temps de fouiller les livres. Mais la cruauté de mon père ne s'arrêtait pas à nous. Un nouvel outrage m'a frappé de plein fouet, attisant ma colère jusqu'à l'incandescence. Un après-midi, il a organisé un dîner au magasin pour impressionner Victor Kane et ses hommes, des brutes au regard vicieux. Il m'a forcé à servir les boissons, me faisant défiler devant eux dans ma robe usée, comme une proie exposée. Regardez ma petite Maggie, une vraie jeune femme maintenant, a-t-il lancé avec un rire gras, tandis que les hommes de Victor me déshabillaient du regard, leur rictus lubrique me donnant envie de vomir. L'un d'eux, un type nommé Scarface Tom, a glissé sa main sur ma taille en prenant son verre, murmurant « T'es bien mignonne, toi ». Mon père n'a rien dit, riant comme si c'était une plaisanterie, me laissant humiliée, exposée, réduite à un objet sous leurs yeux. Cette nuit-là, seule dans ma chambre, j'ai pleuré de rage, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes jusqu'au sang. Comment osait-il? Non seulement il me détruisait, mais il m'offrait en spectacle à des prédateurs comme lui, sans un soupçon de remords. Cette humiliation publique, ce sentiment d'être une marchandise dans ma propre maison, a fait déborder ma colère. J'allais le faire payer, et chaque larme versée serait une goutte de carburant pour mon plan. Un autre incident a enfoncé le clou. Laura, désespérée, a tenté de voler de la nourriture dans l'entrepôt pour préparer notre fuite. Elle avait caché du pain et des conserves dans un sac sous notre lit, rêvant d'échapper à cet enfer. Mais mon père l'a surprise, fouillant nos affaires comme un chien enragé. Il a sorti le sac, l'a vidé par terre, et a attrapé la poupée de chiffon préférée de Laura, un cadeau de notre mère avant qu'elle ne sombre. Devant nous, il a jeté la poupée dans le poêle du salon, regardant les flammes la dévorer pendant que Laura sanglotait, agenouillée, suppliant. « C'est ce qui arrive aux voleuses », a-t-il sifflé, son regard glacial. « La prochaine fois, ce sera toi. » Emily, terrifiée, s'est blottie contre moi, et j'ai senti mon cœur se déchirer. Cette cruauté gratuite, cette destruction d'un objet si cher à Laura m'a rempli d'une fureur incandescente. Il ne s'agissait plus seulement de nous protéger. Il s'agissait de mettre fin à cette tyrannie, de briser cet homme qui prenait plaisir à nous détruire. Mon plan prenait forme, méthodique, calculé, alimenté par cette rage qui brûlait en moi. Pendant 3 mois, j'ai étudié les livres de comptes avec une précision obsessionnelle. Je mémorisais chaque détail, les codes qu'il utilisait pour masquer les marchandises, les dates des livraisons, les noms des fournisseurs. J'ai commencé à introduire de petites erreurs dans les registres officiels, rien de trop évident.
un chiffre inversé, une addition incorrecte. Des fautes qu'une apprenante comme moi pouvait commettre. Mon père, trop occupé par ses vices ou ses dettes, ne vérifiait presque jamais, me grondant à peine quand il remarquait quelque chose. « Fais attention, Maggie, ces erreurs coûtent cher !» grognait-il, sans se douter que chaque erreur était une pierre dans l'édifice de sa chute. Puis, j'ai passé à l'étape suivante, falsifier des reçus. J'utilisais du papier identique à celui du magasin, imitant les signatures des fournisseurs que j'avais vus sur les documents authentiques. Ces faux reçus suggéraient que mon père recevait plus de marchandises qu'il n'en déclarait, créant l'illusion d'un détournement massif. J'ai inventé un compte bancaire fictif à son nom à la First National Bank de Birmingham, où l'argent prétendument détourné était déposé. Chaque nuit, sous la lumière tremblante d'une bougie, je travaillais en secret, mes mains tremblantes, mais mon esprit clair comme du cristal. Laura était ma sentinelle, surveillant les bruits de pas de notre père, prête à me prévenir s'il rentrait plus tôt. Mais un nouvel obstacle est apparu. Tommy, un livreur de 17 ans qui travaillait pour le magasin. Il avait vu mon père me frapper, il avait entendu mes cris étouffés dans l'arrière-boutique. Un jour, je l'ai surpris à m'observer, et j'ai cru voir une lueur de compassion dans ses yeux. Mais mon espoir s'est effondré quand j'ai appris qu'il acceptait des pots de vin de mon père pour garder le silence. « Ça vaut mieux pour tout le monde, Maggie », m'a-t-il dit un jour, glissant une pièce dans sa poche, évitant mon regard. Cette trahison m'a frappé comme un coup de poignard. Tommy, un garçon à peine plus âgé que moi, choisissait l'argent plutôt que la justice, laissant mes sœurs et moi à la merci d'un monstre. Ma colère contre lui, contre ce monde qui monnayait notre douleur, m'a poussé à redoubler d'efforts. Je ne pouvais compter que sur moi-même. Un autre outrage est venu du shérif Boyd, un homme bedonnant et corrompu qui buvait avec mon père après l'église. Les rumeurs sur Henry circulaient. Les voisins entendaient nos cris, voyaient nos bleus, mais le shérif refusait d'agir. « Henry est un bon gars », disait-il en riant, tapotant l'épaule de mon père. « Juste un peu dur avec ses filles, faut bien les éduquer. » Oh, ma c'est Un jour, alors que je passais devant son bureau, il m'a arrêté, me lançant un regard narquois. « T'as l'air fatiguée, petite. Travaille moins, plains-toi moins, et tout ira mieux. » Son mépris, son refus de voir la vérité, m'a donné envie de hurler. Cet homme, censé protéger la ville, était complice par son inaction, un pion de plus dans le système qui protégeait mon père. Chaque porte fermée, chaque trahison alimentait le feu en moi. Ils pensaient tous que j'étais faible, une gamine sans pouvoir. Ils se trompaient. Le moment décisif approchait. Madame Carter m'a averti que Victor Kane viendrait le jeudi suivant, plus furieux que jamais. Mon fils Théo dit que son patron a découvert que d'autres commerçants le trompaient, m'a-t-elle murmuré en pétrissant une pâte à pain. Victor est sur les nerfs. C'est le moment, Maggie. Ces mots, lourds de sous-entendus, ont scellé ma détermination. La veille de la visite de Victor, j'ai finalisé mon plan. Dans l'après-midi, alors que mon père était à Birmingham, probablement à dilapider l'argent volé, j'ai travaillé avec une précision chirurgicale. J'ai modifié les livres officiels pour rendre les écarts criants, augmentant les sommes détournées de 30%. J'ai laissé des reçus falsifiés sur le bureau, comme si mon père avait été négligent. J'ai desserré le mécanisme du tiroir secret, rendant les vrais livres plus accessibles. Et j'ai écrit une lettre anonyme, tapée à la machine du magasin, en portant des gants volés au cabinet du docteur Wilson. « Monsieur Kane, Henry Thompson vous vole depuis des années. Il tient 2 livres de compte. Les vrais sont cachés dans un tiroir secret sous son bureau. L'argent détourné va sur un compte à Birmingham. Il se moque de vous. Un ami de la justice. » Chaque mot était une flèche empoisonnée, et j'y mettais toute ma rage.
Le lendemain, à 3 heures, Bud Mason, le chauffeur de Victor, est arrivé pour annoncer la visite. « Dis à Monsieur Henry que le patron sera là à 6 heures, a-t-il grogné. En partant, je l'ai intercepté, prétendant épousseter une étagère. « Monsieur, vous avez fait tomber ça, ai-je dit, lui tendant l'enveloppe sans marque. Il l'a prise, perplexe, et est parti sans un mot. Mon cœur battait à tout rompre. La lettre était en route. Tout était en place. Quand mon père est rentré à 4 heures, il semblait fatigué mais satisfait, probablement après une journée de débauche. « Tout est en ordre ?» a-t-il demandé, par habitude. « Oui, papa », ai-je répondu, baissant les yeux comme toujours. « Monsieur Budd est passé. Il a dit que Monsieur Kane arrive à 6 heures. » Une ride d'inquiétude a traversé son front. « Je vais vérifier les livres, prépare tout dans le bureau. » La panique m'a saisi. Et s'il découvrait mes altérations, tout s'effondrerait. Avec des mains tremblantes, j'ai disposé les livres sur le bureau, priant pour qu'il ne regarde pas trop loin. Il s'est assis, feuilletant les registres officiels, et a froncé les sourcils en voyant une de mes erreurs. Une vente de café sous-déclarée. « Quelque chose cloche ici », a-t-il marmonné. « Quoi, papa ?» ai-je demandé, feignant l'innocence. Ces chiffres ne correspondent pas à ce que je me souviens. Mon estomac s'est noué. « Laisse-moi vérifier », ai-je dit, regardant par-dessus son épaule. J'ai feint la surprise. « Oh, j'ai dû inverser les chiffres en copiant. Je peux corriger tout de suite. » Il m'a dévisagé, ses yeux perçants comme des lames. Puis il a secoué la tête. « Pas le temps. Victor arrive bientôt. Sois plus prudente, Maggie. Ce genre d'erreur peut coûter cher. » Il ne savait pas à quel point il avait raison. À 6 heures précises, le moteur de la voiture de Victor a rugi devant le magasin. Mon père a renvoyé tous les employés, sauf M. Gérald, et m'a ordonné « Emmène tes sœurs chez Madame Cotton et restez là jusqu'à ce que je vous appelle. Je ne veux pas de vous ici pendant cette réunion. » C'était exactement ce que j'espérais. J'ai pris Laura et Emily, échangeant un regard avec Laura, qui savait que quelque chose se tramait. En quittant le magasin par la porte arrière, j'ai vu Victor entrer par l'avant, flanqué de Scarface Tom et Max, ses hommes de main. Dans sa main, l'enveloppe que j'avais donnée à Bud. Mon cœur s'est arrêté un instant. Tout reposait sur ce moment. Chez Madame Cotton, notre voisine bienveillante mais ignorante de nos tourments, nous avons attendu. « Votre papa en a pour longtemps ?» a-t-elle demandé en nous offrant du pain de maïs. « Je crois », ai-je répondu, échangeant un regard lourd avec Laura. « C'est une réunion importante. » Laura s'est approchée, murmurant. « C'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Le plan? » J'ai hoché la tête. « Si ça marche, on ne retournera jamais dans cette maison. Et si ça ne marche pas? » a-t-elle demandé, la gorge serrée. Je n'avais pas de réponse. Si ça échouait, nous ne survivrions probablement pas. « Ça va marcher », ai-je dit, plus pour me convaincre que pour elle. Les heures suivantes ont été une torture. Nous mangions du pain de maïs, écoutions la radio, feignant une normalité que nos cœurs battants démentaient. Emily jouait avec sa poupée, ignorante du drame qui se jouait. À 9 heures, un bruit de moteur a déchiré la nuit. J'ai couru à la fenêtre, voyant la voiture noire de Victor passer à toute allure. « Je ramène les filles à la maison, Madame Cotton », ai-je dit, surprenant la vieille dame. « Mais votre père n'a pas envoyé de message », a-t-elle protesté. « Il a dû oublier », ai-je menti. « Il est distrait après ces réunions. » Nous sommes sortis dans la nuit chaude, les étoiles indifférentes au-dessus de nous. J'ai mis Emily au lit, épuisée, puis je suis retournée au magasin seule. La porte était verrouillée, les fenêtres sombres. J'ai utilisé ma clé, entrant dans l'obscurité familière. Le silence était oppressant.
Dans le bureau, la porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée, le cœur battant. Personne. Les livres étaient ouverts, les vrais, pas les faux. Le tiroir secret béait, comme si quelqu'un avait été interrompu. Une sensation étrange m'a envahi. Quelque chose d'énorme, d'irréversible, venait de se produire. Mais quoi? Je suis rentré chez nous, rejoignant Laura, et nous avons attendu, les yeux rivés sur l'obscurité, guettant le retour de notre père. Cette nuit-là, la plus longue de ma vie, a marqué le début de la fin. La rage qui m'avait porté jusqu'ici brûlait toujours, mais une lueur d'espoir, fragile, commençait à poindre. Le piège était tendu, et bientôt, je saurais s'il avait fonctionné, ou si nous allions payer le prix ultime. La nuit était un linceul, épaisse et suffocante, comme si l'air lui-même portait le poids de ce qui venait de se passer. Assise sur le bord du lit, les mains crispées sur la couverture râpée, je fixais l'obscurité par la fenêtre, guettant le moindre bruit. Laura, à mes côtés, respirait à peine, ses yeux écarquillés reflétant la lueur pâle de la lune. Emily dormait, inconsciente du chaos qui menaçait de nous engloutir. Chaque craquement de la maison, chaque souffle du vent dans les pins dehors me faisait sursauter. Mon père n'était pas rentré. Pas un mot, pas un pas lourd dans l'escalier, pas une porte claquée avec cette violence qui annonçait toujours son retour. Ce silence, au lieu de m'apaiser, attisait ma rage. Où était-il? Qu'avait fait Victor Kane? Mon plan, tissé avec tant de soin, reposait sur une seule vérité. Un monstre comme mon père ne méritait pas de vivre. Mais si j'avais mal calculé, si Victor avait vu à travers mes manipulations, alors c'était nous, Laura, Emily et moi, qui allions payer. Les heures s'étiraient, interminables. À l'aube, alors que le ciel passait du noir au gris, un bruit de moteur déchira le silence. Mon cœur bondit. Je me précipitai à la fenêtre, écartant le rideau usé. Une voiture noire, celle de Victor, s'arrêta devant la maison. 2 silhouettes en sortirent. Scarface Tom, sa cicatrice luisant sous la lumière naissante, et Max, l'autre homme de main, dont le regard vide me glaçait le sang. Ils ne frappèrent pas, ne crièrent pas. Ils se contentèrent de rester là, immobiles, comme des vautours guettant une carcasse. Puis, sans un mot, ils remontèrent dans la voiture et disparurent dans la brume matinale. Mon estomac se noua. Quelque chose clochait. Pourquoi étaient-ils venus? Pourquoi repartir si vite? Laura me saisit le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. « Maggie, qu'est-ce qu'ils veulent? » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Je ne sais pas, » répondis-je, mais une certitude grandissait en moi. Victor savait. Il avait lu ma lettre, trouvé les livres, et maintenant il jouait avec nous. Je ne pouvais pas rester immobile. « Reste avec Emily », ordonnai-je à Laura avant de sortir, ignorant ses protestations. Le magasin était à 5 minutes à pied, mais chaque pas me semblait une éternité. La rage qui m'avait porté jusqu'ici bouillonnait, mêlée d'une peur viscérale. En arrivant, je trouvai la porte entr'ouverte, grinçant sur ses gonds. L'intérieur était plongé dans un chaos silencieux. Les chaises du bureau étaient renversées, des papiers jonchaient le sol et une odeur âcre, un mélange de sueur, de tabac et de quelque chose de métallique flottait dans l'air. Le tiroir secret était grand ouvert, les vrais livres de contes éventrés, leurs pages déchirées. Mon père n'était pas là. Pas de corps, pas de sang, mais cette absence hurlait plus fort que n'importe quel cri. Victor avait agi, mais comment? Et où était mon père? Je ramassai un reçu froissé sur le sol. C'était l'un de mes faux, celui où j'avais exagéré les livraisons de sucre. Une note griffonnée à l'encre rouge barrait le papier. « Tu croyais m'avoir, Henry? » Mon souffle se coupa.
Victor pensait que c'était mon père qui avait laissé ses preuves, négligent, arrogant. Mon plan fonctionnait, ou du moins, il semblait fonctionner. Mais alors, pourquoi ce vide en moi? Pourquoi cette rage, loin de s'éteindre, brûlait-elle encore plus fort? Parce que ce n'était pas assez. Pas encore. J'avais voulu sa chute, mais je voulais aussi le voir s'effondrer, le voir supplier, le voir payer pour chaque larme, chaque bleu, chaque nuit où Laura et moi avions serré Emily contre nous pour étouffer ses sanglots. Cette vengeance, si elle avait commencé, n'était pas terminée. De retour à la maison, je trouvais Laura en larmes. « Il est revenu, Maggie », chuchota-t-elle, terrifiée. « Pendant que tu étais au magasin, il est entré, il a pris des affaires dans sa chambre et il est reparti. Il était différent. Il ne m'a pas regardé, pas parlé. Il avait l'air brisé. » Brisé? Mon père, brisé? L'image me frappa, mais au lieu de m'apaiser, elle me rendit furieuse. Il n'avait pas le droit d'être brisé. Pas lui. Pas après tout ce qu'il nous avait fait. « Qu'est-ce qu'il a pris ?» demandai-je, la voix dure. « Son revolver », répondit Laura, les yeux agrandis par la peur. « Et des vêtements. Maggie, il va revenir pour nous, n'est-ce pas? » Je serrai les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. « S'il revient, il le regrettera, » jurai-je. Ce jour-là, la ville semblait retenir son souffle. Les voisins chuchotaient, les regards fuyaient. Madame Cotton, en nous apportant une tarte, marmonna quelque chose sur « des ennuis au magasin ». Même M. Tibbs, venu vérifier les comptes comme chaque mois, évita mes yeux. « Où est ton père, Maggie ?» demanda-t-il, nerveux. « Je ne sais pas, » mentis-je, mon ton aussi neutre que possible. Mais en moi, la colère grondait. Ils savaient tous. Ils avaient toujours su, pour les bleus, pour les cris, pour la peur qui nous enchaînait. Et maintenant, ils faisaient semblant de s'étonner, comme si l'absence de mon père était un mystère. Hypocrites, tous complices. Leur silence, leur indifférence alimentaient ma rage. J'avais cru que détruire mon père suffirait, mais je commençais à comprendre. Ce n'était pas seulement lui. C'était ce monde, cette ville, ces gens qui fermaient les yeux. Ils devaient tous payer. Le soir, Madame Carter passa, son regard perçant fixé sur moi. « Victor est parti pour Birmingham », murmura-t-elle en me tendant un panier de légumes, comme si de rien n'était. « Mais il a laissé Scarface Tom ici, il surveille la maison. » Mon cœur s'accéléra. « Pourquoi ?» demandai-je, ma voix tremblant malgré moi. Elle haussa les épaules, mais ses yeux disaient tout. Victor n'en avait pas fini. Pas avec mon père. Pas avec nous. « Fais attention, petite », ajouta-t-elle avant de partir. Les hommes comme Victor ne laissent rien au hasard. Ces mots résonnèrent comme un avertissement, mais aussi comme un défi. S'il pensait que j'étais une gamine effrayée, il se trompait. Ma rage était plus grande que sa cruauté, plus forte que ses hommes de main. J'avais abattu un monstre, je pouvais en affronter un autre. Cette nuit-là, incapable de dormir, je sortis dans la cour, sous les étoiles indifférentes. La chaleur de l'Alabama pesait sur mes épaules, mais c'était la fureur dans ma poitrine qui m'étouffait. Je repensais à chaque instant où mon père m'avait brisé, où il avait ri de notre douleur, où il m'avait forcé à servir ses invités comme une poupée de chiffon. Je repensais à Laura, à sa poupée brûlée, à Emily, à ses yeux terrifiés. Et maintenant, il était en fuite, peut-être à Birmingham, peut-être armé, peut-être prêt à revenir pour nous punir. Non, je ne le laisserais pas faire. S'il revenait, je serais prête. Et si Victor venait pour nous, il trouverait une adversaire, pas une victime. Le lendemain, un nouvel outrage attisa ma colère. Le shérif Boyd frappa à notre porte, son badge luisant comme une insulte. « Votre père a disparu, Maggie, dit-il, son ton faussement compatissant.
On dit qu'il a des dettes avec des gens dangereux. Tu sais quelque chose? Son regard scrutateur cherchait à me faire craquer, mais je soutins ses yeux. Rien, shérif, répondis-je, froide comme la pierre. Il ne nous disait rien. Il ricana, un son gras et méprisant. Une gamine comme toi, tenir tête comme ça? Fais attention, Maggie. Les ennuis, ça attire les ennuis. Il tourna les talons, mais ses mots restèrent comme une gifle. Cet homme, censé nous protéger, me traitait comme une coupable. Ma rage explosa. Il savait tout depuis le début, les abus, les fraudes. Et il n'avait rien fait. Il était aussi pourri que mon père, un pion dans ce jeu de pouvoir qui broyait les faibles. Je jurais, à cet instant, qu'il regretterait son mépris. Les jours suivants furent une danse sur le fil du rasoir. Les rumeurs couraient. Henry Thompson avait fui, poursuivi par Victor Kane. Certains disaient qu'il avait été vu à Birmingham, d'autres qu'il s'était volatilisé. Chaque nuit, je guettais les ombres, attendant le retour de mon père ou l'arrivée des hommes de Victor. Laura et moi vivions dans un état de tension constante, protégeant Emily comme un trésor fragile. Mais ma colère ne faiblissait pas. Elle grandissait, nourrie par chaque injustice, chaque trahison. Tommy, le livreur, passa un matin, prétendant vérifier une livraison. « Maggie, je suis désolé, bafouilla-t-il, évitant mon regard. J'ai jamais voulu... Tais-toi, coupai-je, ma voix tranchante. Tu as choisi ton camp. Il baissa la tête et partit, mais sa faiblesse me rendit malade. Il n'était qu'un lâche de plus, un rouage dans cette machine qui nous écrasait. Puis, le 5e jour, tout bascula. Une lettre arriva, sans timbre, glissée sous notre porte. L'écriture était celle de mon père, tremblante, méconnaissable. « Maggie, Laura, je sais ce que vous avez fait. Vous ne pouvez pas vous cacher, je reviendrai. » Mon sang se glaça, mais ma rage l'emporta. Il savait. Comment? Avait-il deviné mon plan? Avait-il parlé à Victor? Peu importait. S'il pensait que j'allais trembler, il se trompait. Je brûlais la lettre dans l'évier, regardant les flammes dévorer ses mots. « S'il revient, dis-je à Laura, je l'attendrai. » Elle hocha la tête, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Pour la première fois, je vis ma sœur, brisée par des années de peur, prête à se battre à mes côtés. Ce soir-là, Madame Carter revint, son visage grave. « Victor est de retour, » murmura-t-elle. « Et il veut des réponses. Il sait que quelqu'un a manipulé les livres. Il pense que c'est ton père, mais il n'est pas idiot. Il posera des questions, Maggie. »« Et-il-t-il? » Elle posa une main sur mon bras, un geste presque maternel. « Si tu as besoin d'aide, viens me voir. » Je hochai la tête, mais en moi, la tempête faisait rage. Victor approchait, et avec lui, la vérité. Mon plan, si minutieux, risquait de s'effondrer. Mais je n'avais pas peur. Ma colère était ma force, mon armure. J'avais abattu un monstre. Je pouvais en affronter un autre. À minuit, un bruit de pas lourd résonna dehors. Je saisis le couteau de cuisine que j'avais caché sous mon oreiller. Laura, réveillée, me fixa, prête à agir. Emily dormait encore, inconsciente du danger. Les pas s'arrêtèrent devant la porte. Un coup sec retentit, suivi d'une voix rauque. « Ouvre, Maggie, on doit parler. » Ce n'était pas mon père, c'était Scarface Tom. Mon cœur battait à tout rompre, mais ma main était ferme sur le manche du couteau. La rage, pure et incandescente, coulait dans mes veines. S'ils voulaient me briser, ils allaient trouver une fille prête à se battre jusqu'au bout. J'ouvris la porte, le couteau dissimulé derrière mon dos, et fis face à l'homme de Victor. « Qu'est-ce que tu veux ?» demandai-je, ma voix aussi froide que l'acier.
Il sourit, un rictus cruel. Le patron veut savoir qui a écrit cette lettre, et il pense que tu as des réponses. Maman. Anne. Le moment était venu. Ma rage, ma douleur, mon plan, tout convergeait vers cet instant. Je n'étais plus une victime. J'étais Maggie Thompson, et j'allais montrer à ces monstres ce qu'une gamine de 16 ans pouvait faire. Le récit poignant de Maggie Thompson, dans les chapitres précédents, est bien plus qu'une histoire de vengeance et de survie face à l'oppression. C'est une exploration brute de la condition humaine, de la résilience face à l'injustice et de la force puisée dans la colère pour transformer une vie brisée. En tant que Français, où les valeurs d'égalité, de liberté et de justice sont profondément ancrées dans notre culture, ce récit résonne avec une intensité particulière. Il nous pousse à réfléchir à nos propres combats, à nos silences face à l'injustice et à la manière dont nous pouvons agir pour changer notre réalité. Voici une analyse des émotions suscitées par cette histoire et des leçons que nous pouvons en tirer pour les appliquer dans nos vies, suivi d'un appel à l'action pour la vidéo. Une colère universelle et constructive. La rage de Maggie, cette flamme incandescente qui la pousse à orchestrer la chute de son père, est une émotion universelle. En France, où l'histoire est marquée par des révoltes contre l'oppression, pensons à la Révolution française ou aux mouvements sociaux récents, la colère est souvent perçue comme un moteur de changement. Maggie ne se contente pas de subir. Elle canalise sa fureur en un plan méthodique, transformant une émotion destructrice en une force créatrice. Cette approche résonne avec l'idée française que la colère, lorsqu'elle est maîtrisée, peut être un outil de justice. Dans nos vies, nous rencontrons tous des moments d'indignation face à une injustice au travail, à une trahison personnelle ou à une société qui ferme les yeux sur certaines souffrances. La leçon de Maggie est claire. Ne laissez pas la colère vous consumer. Apprenez à la diriger, à la structurer, à en faire une arme pour défendre vos valeurs. La résilience. Face à l'adversité. Maggie, à seulement 16 ans, incarne une résilience remarquable. Malgré les abus, les trahisons et l'indifférence de son entourage, elle refuse de se briser. Cette ténacité fait écho à l'esprit français d'endurance, souvent célébré dans notre littérature et notre histoire, de Jeanne d'Arc à Simone Veil. Maggie nous enseigne que la résilience n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité à avancer malgré elle. Dans notre quotidien, que ce soit face à un échec professionnel, une rupture ou une crise personnelle, nous pouvons puiser dans cette force intérieure. La leçon est de ne jamais céder au désespoir, même lorsque le monde semble contre nous. Comme Maggie, nous devons chercher des alliés inattendus, une Madame Carter, une Laura, et trouver des moyens, même petits, de reprendre le contrôle. Le poids du silence et de la complicité. L'un des aspects les plus troublants du récit est le silence des adultes autour de Maggie. Le shérif Boyd, les voisins, Monsieur Tibbs. Leur inaction, leur refus de voir la vérité, prolongent la souffrance des sœurs Thompson. En France, où la devise « liberté, égalité, fraternité » guide notre idéal collectif. Ce silence rappelle les moments où nous détournons le regard face à l'injustice. Que ce soit une collègue harcelée, un voisin en détresse ou une cause sociale ignorée, nous sommes tous tentés, parfois, de rester passifs. Maggie nous met face à une vérité inconfortable. Le silence est une forme de complicité. La leçon ici est de cultiver le courage de parler, d'agir, même lorsque c'est difficile. En tant que Français, nous avons une responsabilité envers les autres, un devoir de solidarité qui nous pousse à défendre les plus faibles. La justice et ses limites.
Maggie choisit une justice sombre, manipulant Victor Kane pour détruire son père. Ce choix, bien que compréhensible, soulève des questions éthiques. En France, où le système judiciaire et les droits humains sont au cœur de notre société, cette histoire nous invite à réfléchir à la frontière entre justice et vengeance. Maggie agit parce que les institutions, le shérif, l'Église, la communauté, l'ont abandonnée. Dans nos vies, nous pouvons tirer une leçon essentielle. Il faut renforcer les systèmes qui protègent les plus vulnérables. Si nous voyons des failles dans notre entourage, une école qui ignore le harcèlement, un lieu de travail qui tolère l'injustice, nous devons œuvrer pour le changement, que ce soit par le dialogue, le vote ou l'engagement associatif. Appliquer ces leçons dans la vie quotidienne. Ces réflexions s'appliquent concrètement à notre quotidien. Tout d'abord, canaliser sa colère signifie identifier ce qui nous révolte et agir de manière constructive. Écrire une lettre, rejoindre une association ou simplement écouter quelqu'un en détresse. Ensuite, cultiver la résilience passe par des petites victoires, fixer des objectifs atteignables, chercher du soutien et se rappeler que chaque pas compte. Enfin, briser le silence demande du courage, mais aussi de l'empathie. En France, où les cafés et les places publiques sont des lieux d'échange, nous pouvons initier des conversations, sensibiliser nos proches et refuser l'indifférence. Maggie nous montre qu'une adolescente peut changer son destin. Imaginez ce que nous, avec nos ressources et notre liberté, pouvons accomplir. Cette histoire de Maggie Thompson, pleine de rage, de courage et de quête de justice, nous touche tous. Si ce récit vous a ému, si les leçons tirées résonnent en vous, alors agissez. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien. Partagez-la avec vos amis pour inspirer d'autres à réfléchir et à agir face à l'injustice. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite de cette histoire captivante et d'autres contenus qui vous pousseront à voir le monde différemment. Enfin, laissez un commentaire. Dites-nous ce que cette histoire vous a appris. Comment vous comptez appliquer ces leçons dans votre vie? Ou partagez une expérience personnelle qui fait écho à celle de Maggie. Ensemble, transformons nos émotions en actes, comme Maggie l'a fait, et construisons un monde plus juste.